Quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. On ne dit pas que depuis 63... Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flageoyo Redino Ferdinaïté. Encore lui, il a parlé dans son direct. Et premièrement, des problèmes sociaux, politiques au pays. Il y a le problème de sûreté, carburant et autres. Surtout avec les 3 jeunes arrêtés aussi. Donc, je vais vous balancer la vidéo. Bon, ça c'est la partie 2. Ce que j'avais fait et l'autre fois c'est sur Djiritama. Maintenant, les problèmes courants que nous avons. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre. Mais n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Le cas des 3 jeunes qui ont été arrêtés. Quelque part vers Agoé et placés en détention depuis quelques jours pour avoir fait, selon les informations, une capsule, une vidéo dans laquelle ils critiquaient la nouvelle constitution et un certain nombre de choses. Donc ces jeunes ont été, qui sortent à peine de l'adolescence, c'est des élèves. Il semble que certains sont en classe de première, ils sont en train de préparer le probatoire. Donc ces jeunes ont été arrêtés, ils sont actuellement dans les liens de la détention. Et ça doit nous préoccuper parce que je n'ai pas remarqué une levée de bouclier de tous les Togolais par rapport à ces arrestations, des enfants pratiquement qui ont été arrêtés et qui sont placés en détention pour avoir exprimé leur droit à la prise de la parole publique sur un sujet qui est d'actualité, qui est un sujet qui concerne l'ensemble des citoyens. Vous voyez, le Togo, la pente sur laquelle le Togo devient de plus en plus préoccupante, de telle sorte que la prison dans notre pays est devenue la règle. Ce n'est plus l'exception. Dans un pays où la prison est devenue la règle, cela doit inquiéter tout le monde. Ça doit inquiéter l'ensemble de nous tous. C'est-à-dire que nous sommes tous des prisonniers en sursis. À tout moment, on peut venir te chercher. Que pour un oui ou un non, on ne trouve que ces genres de situations que dans des régimes exceptionnels. Et donc, ça doit véritablement nous préoccuper. Et cela montre aussi que le régime est frileux. Si le régime est vraiment serein, ils ne vont pas jeter leur dévolu sur des jeunes qui ont juste fait une vidéo pour exprimer une position sur la situation politique. Donc ça montre que le régime est très frileux, est très paranoïaque et ils sont prêts à arrêter n'importe qui pour rien du tout. Donc, ces jeunes, il faut se battre pour que ces jeunes puissent sortir de prison. Leur place, ce n'est pas la prison. La place de ces jeunes, ce n'est pas la prison. Et donc, moi, je voudrais inviter les organisations des droits de l'homme à prendre le devant à partir de la semaine prochaine pour faire le plus grand boucan possible pour que ces jeunes sortent de prison. La place de ces jeunes, ce n'est pas la prison. Même si quelqu'un estime quelque part qu'ils sont allés trop loin dans leur prise de position, c'est pas la prison qu'on doit c'est pas en prison qu'on doit leur envoyer. On va les envoyer. Le Togo est devenu une prison à ciel ouvert. Nous sommes tous dans un enclos. On vient, on prend celui qu'on veut, on jette en prison. On prend celui qu'on veut, on le jette en prison. S'il meurt, tant mieux. S'il sort vivant, tant mieux. Donc c'est pas normal. C'est pas normal que ces genres de choses se passent dans notre pays et que nous croisons les bras à regarder, à ne rien dire. Et j'ai même vu des gens qui incriminent ces jeunes-là. C'est quand même incroyable ce qui nous arrive. Vous essayez de disculper le bourreau et de charger les victimes. C'est pas possible. On doit être toujours du côté du plus faible. On doit être toujours du côté du plus faible. Donc, moi, je profite pour inviter les organisations de droits de l'homme
Et pourquoi pas les partis politiques aussi, parce que ces jeunes ont pris une position sur une question politique. À faire le plus grand boucan la semaine prochaine pour que le régime puisse relâcher ces jeunes-là. C'est important. On ne peut pas continuer par faire des choses c'est-à-dire que des choses d'une autre époque dans notre pays, comme si la civilisation n'a pas atteint le Togo depuis des années. On jette les gens en prison pour un oui, un non. Même au temps colonial, ça ne se faisait pas comme ça. C'est pas possible. Donc, il faut véritablement que nous réagissons pour que ces jeunes puissent sortir de prison. Et je voulais profiter du cas de ces jeunes-là pour interpeller nos magistrats. Parce que l'un des problèmes du Togo aussi, c'est la justice. Et c'est fondamentalement nos magistrats. Je voulais interpeller nos juges, qu'ils soient magistrats de parquet ou magistrats de siège. Dans un pays en déconfiture, la justice reste le dernier rempart pour les citoyens. Dans un pays malade, la justice reste le dernier rempart pour les citoyens. Dans un pays qui perd ses valeurs, la justice est la seule institution qui rétablit les valeurs. Mais quand la justice devient le problème du pays, c'est que c'est extrêmement grave. Alors, pourquoi j'interpelle les magistrats? Parce que nos magistrats sont devenus, comment je dirais ça, des gens qui brisent des vies pour rien, et surtout des vies des innocents. Même quand on leur donne des ordres, les magistrats, c'est quand même des gens qui ont fait de très bonnes études. C'est quoi, un bac plus 7, et des gens qui maîtrisent quand même le droit, qui ont été formés par la République pour être au service de la République. Et ce sont ces magistrats-là aujourd'hui qui deviennent un problème pour la République. Ce n'est pas tous, mais certains. Quand les services de renseignement vont arrêter des jeunes, c'est certainement qu'un juge a donné un ordre, et principalement le procureur, pour qu'on arrête les gens. Et donc, on ne peut pas continuer à déférer les gens en prison pour un oui ou un non, et ce sont les juges qui prennent des décisions comme ça. Nous avons vu dans ce pays comment est-ce que, depuis 2017 jusqu'à ce jour, les juges ont eu la main très lourde en jetant n'importe qui en prison. Et parfois, dans ce lot-là, il y avait beaucoup d'innocents. Et des gens sont morts. Et les familles les ont perdus pour toujours. Et ça, ce sont des magistrats qui font ça. Parce que quelqu'un est quelque part, il prend le téléphone, il leur donne des ordres, et eux, ils exécutent les ordres comme s'ils étaient dans un camp militaire. Et donc, j'aimerais appeler à la conscience de nos magistrats. Les juges, vous êtes nos frères. Vous venez de la même famille que nous. Vous venez des mêmes maisons que nous. Vous souffrez comme nous. D'où vient que vous, les juges, vous vous permettez, en recevant les ordres de X ou Y, de jeter des innocents en prison et qui finissent par mourir. Alors que vous-même, vous travaillez dans des conditions exécrables. Vous travaillez dans des conditions difficiles. Il y a un magistrat qui est décédé il y a 2 jours, ou c'est passé hier. Ce magistrat a occupé de hautes fonctions. Il était président du tribunal, il était à la cour d'appel, maintenant il est à la chambre judiciaire de la Cour suprême. Et ce magistrat était connu dans l'affaire Pacha. Il a posé des actes d'instruction dans l'affaire Pacha. L'affaire Pacha, beaucoup de gens ont eu leur vie brisée. Certains sont en prison depuis 15 ans, d'autres ont fini leur peine. Ils veulent sortir, on a même refusé qu'ils sortent. On a dit oui, que bon, le jour qu'on l'a déposé en prison, on n'a pas bien compté le jour, donc il doit encore rester encore 3 mois en prison. Et derrière, c'est des familles qui sont brisées. C'est des gens qui ont été privés de leur famille depuis des années. Certains sont en exil. Et ce magistrat qui a rendu tous ces services au régime, je ne dirais pas la nation, mais au régime, quand il était malade, le régime n'a même pas débloqué des moyens pour le soigner. On savait qu'il était malade. Mais le régime n'a pas débloqué les moyens pour le soigner.
Eux, ils ont les moyens pour venir se soigner en Europe, ils ont les moyens pour partir en Israël, ils ont les moyens pour aller se soigner aux États-Unis. Mais vous, qu'ils utilisez, vous qui êtes à leur service, qu'ils vous utilisent pour briser la vie de vos frères, quand vous avez des difficultés, ils ne vous viennent pas en aide. Vous mourrez comme des chiens. Et ce magistrat est décédé il y a 2 jours. C'était un grand magistrat. C'était un grand magistrat qui a connu des dossiers sensibles. Mais il n'avait même pas les moyens d'aller se soigner. Mais il est mort. Il laisse derrière certainement une femme et des enfants. Il y a le doyen des juges qui est décédé il y a quoi? Il y a 8 mois. Le juge Hyacinthe Adjoli. C'est lui qui a connu notre affaire. Quand nous avons été arrêtés, Joël et moi. C'est lui qui a connu l'affaire Agbeomé. C'est lui-là qui a connu l'affaire des Adjamagbo. C'est lui qui a connu l'affaire des Tigres Révolution. Vous savez combien de jeunes de Tigres Révolution sont en prison et certains sont morts? Vous savez combien de vies ont été brisées dans cette affaire de Tigres Révolution? Les gens sont en prison depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils n'ont jamais été jugés. Ils sont toujours en instruction. Ils sont toujours en instruction. C'est ce magistrat qui a connu notre affaire. Nous avons été déposés en prison. Malgré qu'il n'y avait pas d'éléments qui concouraient, je ne sais pas, à notre inculpation, à notre envoi en prison avec le procureur qui est là aujourd'hui, qui est aussi devenu un véritable problème pour la justice. Ils ont pris un mandat de dépôt, ils nous ont foutus en prison. Mais dans cette affaire, quelqu'un est mort. J'ai perdu un collègue. Vous imaginez le traumatisme. C'est des vies brisées. Et dans l'affaire d'éthique révolution, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu leur vie brisée. Mais ce doyen des juges, qu'est-ce qui lui est arrivé il y a 8 mois? Il était parti à Abidjan dans une conférence sur le blanchiment d'argent et il a eu des problèmes. Il s'est senti mal, je pense qu'il a eu des problèmes de ventre, je ne sais pas quoi. On pouvait le soigner à Abidjan, le sauver. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de l'argent, qu'il fallait le ramener à Lomé. Arrivé à Lomé, il est arrivé à Lomé dans un fauteuil roulant à l'aéroport. Le temps de l'amener à l'hôpital et de CHU Tokwe à Saint-Pélégré, il est décédé. Il est décédé. Je ne suis pas certain que ceux qui l'ont utilisé pendant ces années-là se souviennent même encore de sa famille. Il est mort, ça fait 8 mois. Je ne suis pas sûr qu'ils se souviennent encore de ses enfants. Donc, vous les juges, vous les magistrats, vous voyez comment vos propres frères, vos collègues qu'on utilise pour faire des passes besognes, vous voyez comment ils finissent leur vie. Donc, vous devez faire un examen de conscience. Le Burkina, qui est un pays d'exception, parce qu'il y a eu un coup d'État là-bas, il y a des juges qui ont le courage de dire non au capitaine Traoré, en prenant des actes contraires aux recommandations du pouvoir exécutif. Nous avons des journalistes au Burkina que le capitaine Traoré a voulu envoyer au front en prenant une réquisition parce qu'ils ont critiqué le régime. Les juges ont dit non. Les juges ont dit non. Mais là-bas, ils sont dans un régime d'exception. Il y a eu un coup d'État là-bas. Il y a des juges là-bas qui ont encore en eux les valeurs de leur profession, qui ont le courage de dire non. Pourquoi vous, les juges togolais, vous vous comportez comme ça? Pourquoi, moindre chose, vous envoyez vos frères en prison? Et qu'est-ce que le régime vous donne pour ça? Vos salaires sont misérables. Vous travaillez dans des conditions terribles. Dans les tribunaux, là, les tribunaux sont comme des porcheries. Vous n'avez même pas de bureau. Les tribunaux sont comme des porcheries. Vous n'avez pas d'ordinateur. Vous n'avez pas de véhicule de fonction. Vous n'avez rien. Mais dès qu'on vous donne des ordres de jeter un de vos frères en prison, des innocents, vous les jetez en prison. Est-ce que c'est normal, ce que vous êtes en train de faire? C'est normal. Vous n'avez pas de conscience? Vous n'avez pas de conscience? Rien ne vous dérange quand vous dormez le soir? Rien ne vous dérange? Vous envoyez des innocents en prison, qui meurent en prison, et vous vous retrouvez dans des bars en train de boire de la bière. C'est ce que vous avez appris à l'école de magistrature.
vous battez pas pour vos conditions de travail et l'amélioration de vos conditions de vie. Mais dès qu'on vous donne des ordres, vous envoyez les gens en prison. Quand on fait des élections frauduleuses, c'est vous les magistrats, les juges, qui sont les présidents de CELI, qui certifient les faux résultats. Depuis 20 ans, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui certifiez les faux résultats. Et quand les élections arrivent, on vous donne quelques voiturettes là pour faire, je sais pas, pour faire la coordination. Dès que les élections finissent, on vous retire ces voitures. Vous reprenez vos vieilles voitures. Vous n'avez pas de véhicule de fonction. Les présidents des tribunaux n'ont pas de véhicule de fonction. Je sais pas, les présidents de juridiction n'ont pas de véhicule de fonction. Vous n'avez pas les conditions pour travailler. Vous avez eu un de vos collègues magistrats qui a été nommé ministre de la Justice pendant 10 ans, peut-être même 12 ans, puis à Bétomé. Il n'a même pas été capable de construire un seul tribunal. Il n'a pas été capable de construire un palais de justice. Les 2 ou 3 palais qu'on a construits là, la cour d'appel de Lomé, je pense celle de Kara et le tribunal d'Atakpamé, c'est l'Union européenne qui a donné l'argent. Et on a mis ça dans la réforme de la justice, des milliards. Cet argent a disparu. Ce n'est pas vous les juges qui les avez bouffés, c'est les gens du gouvernement. Ils ont bouffé l'argent et ils ont construit des tribunaux dont l'intérieur ressemble à des magasins d'Ansat. Vous allez à la cour d'appel ou au tribunal d'Atakpamé, le plan qu'ils ont fait à l'intérieur, c'est comme un magasin d'Ansat. On entrepose les sacs de mil, de maïs et tout ça. Alors que dans un pays civilisé, les tribunaux, il y a tout un art pour construire les tribunaux. Il y a des architectes, tout un art pour construire les tribunaux. Parce qu'il y a des dispositions, des places réservées aux avocats, aux prévenus, ci et ça. Nous, chez nous, on a pris le peu d'argent, on a bouffé le reste, on a construit ça comme des magasins. Et vous êtes dedans, vous ne dites rien. Et quand on vous dit d'enfermer les gens, vous enfermez les gens. Et c'est vous qui sortez pour justifier la nouvelle constitution. Un document que vous n'avez jamais vu. Mais vous allez dans les villages pour dire que oui, la nouvelle constitution va changer le Togo. C'est vous les juges, certains parmi vous qui font ça. C'est également vous les juges, certains parmi vous, qui font tous les abus au tribunal. On jette les gens en prison, leurs femmes viennent chez vous pour plaider la cause de leur mari, vous couchez avec. Abus de faiblesse. Toute chose contraire à votre déontologie. On arrête les gens, ils sont en prison, leurs femmes viennent chez vous pour plaider la cause de leur mari, vous couchez avec. Parce que vous savez qu'il y a l'impunité dans le pays. Mais il y a une loi de la nature. Hein? Laissons Dieu de côté. La nature qu'on voit là, il y a une loi de la nature. Quand vous la transgressez, quand vous la violez, vous payez le prix. Vous payez le prix. Soit vous, soit vos enfants. Donc, moi je voudrais vous inviter, vous les juges togolais là, qui sont dans les mauvais coups là, à faire votre examen de conscience. À un moment donné, dire non. Puisque vous vivez les mêmes choses que les citoyens, vous vivez dans les mêmes conditions que les citoyens, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas je sais pas, de matériel pour travailler, vos salaires sont misérables. Vous êtes tout le temps à demander de l'argent aux gens pour combler vos salaires, vos trains de vie. Mais c'est vous qui écrasez la population. Dès que le pouvoir exécutif vous donne de l'ordre, vous envoyez les gens en prison. Aujourd'hui, il y a des gens en prison qui font 10 ans, on ne les a jamais jugés. Ils sont en prison, ils sont oubliés. Et c'est vous, les juges, qui faites ça. Et quand je parle des magistrats, je parle des magistrats de siège et des magistrats du parquet. C'est vous qui vous livrez à ces genres de choses. Ne pensez pas que les Togolais ne notent pas. Hein? Les gens notent, les gens collectent les informations sur vous. Tout ce que vous faites. Les gens collectent les informations. Demain, ça peut vous rattraper. On ne vous demande pas d'être saint. On ne vous demande pas d'être intègre à l'extrême. Mais on vous demande juste de respecter votre propre déontologie, d'être humain. De savoir à un moment donné dire non. Quand un colonel, un ministre, un individu vous appelle pour écraser votre propre frère, sachant qu'il n'a rien fait, ayez le courage de dire non. On ne peut pas faire ça, parce que derrière, c'est une vie qu'on brise, c'est une carrière qu'on brise, c'est des innocents qu'on jette en prison.
Mais vous ne voulez pas comprendre ça. Vous envoyez les gens en prison pour un oui, un non. Et ceux qui vous utilisent, quand ils ne peuvent plus vous utiliser, ils vous jettent. Après, quand vous êtes malade, ils ne courent même pas pour vous aider. Vous mourrez comme des chiens. Et les décès successifs que vous avez dans la corporation des magistrats doivent vous amener à réfléchir sur vos conditions de vie et sur l'ingratitude de ceux qui vous utilisent pour briser la vie de vos frères. Pour le renouvellement de la Cour constitutionnelle, la dernière fois, certains de vos patrons ont déposé la candidature pour aller à la Cour constitutionnelle. Il y a le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, qui a déposé sa candidature. Il y a le juge Garba Nyombi qui a déposé sa candidature. Et il y a le juge Pételebia, qui est à la retraite, qui a aussi déposé sa candidature pour aller au Parlement. Quand on a envoyé les dossiers au Parlement, celui de Abdoulaye Yaya même a disparu du circuit. On ne sait même pas qui a enlevé ça. Quelqu'un a fait disparaître son dossier du circuit. Et les autres qui sont allés, croyant qu'on va leur envoyer l'ascenseur pour le service, tout ce qu'ils ont eu à faire. Mais celui qui donne les instructions dans le pays, il a donné les instructions pour qu'on choisisse quelqu'un d'autre. Monsieur Mississo, contre vous. À votre détriment. C'est pour ce monsieur que le Parlement a voté. Ils ont eu les instructions. Et tout ça ne vous dit absolument rien. Donc, moi, je voudrais vraiment interpeller votre conscience. Vous, les magistrats, qui sont dans les mauvais coups. Parce que je ne suis pas le seul à dire ça. La justice togolaise est devenue une gangrène pour le pays. Je ne suis pas le seul à le dire. Votre propre ministre de la justice, en tout cas, le président de la Cour suprême a dit beaucoup de choses il y a quelques années, mais votre propre ministre de la justice, le professeur... comment il s'appelle, Namtougli, le professeur Namtougli, la dernière fois, pour le 1er mai, vous a envoyé un message assez poignant. Je vais le lire. Pour que tout le monde, parce que ce message n'a pas circulé, ce message du nouveau ministre de la Justice à l'endroit des magistrats et de tous les acteurs de la chaîne judiciaire n'a pas circulé. Moi je l'ai. Je vais vous lire le message qu'il a envoyé. Il faut qu'on arrête le massacre. Il faut qu'on arrête le massacre. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est parce que personne ne dit rien. On est tous là. Vous êtes nos frères. De temps en temps, vous vous retrouvez avec vos propres frères, vous buvez la bière, tout ça. Personne ne dit rien. Et vous continuez pas poser des actes attentatoires à la vie humaine. Alors que votre responsabilité, c'est de protéger la vie des gens. C'est pas normal. Voici le message que le ministre Namtougli a envoyé aux magistrats. Je vais vous le lire. Et vous allez voir ce qu'il dit de la justice. Ce que le nouveau ministre de la justice dit de la justice. Après, je vais le publier sur ma page. Et vous allez voir. Message aux acteurs de la justice. Et ce message a été envoyé le 1er mai par le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, à tous les acteurs du système judiciaire. En cette journée de célébration des travailleurs, il me plaît de saisir cette occasion pour vous rappeler, acteurs de la justice, en parenthèse, magistrats, greffiers, SAP, personnel administratif, l'importance de la justice dans un État et faire l'état des lieux de notre justice aujourd'hui et ensemble pour définir les perspectives d'avenir. En tant qu'acteur de la justice, votre travail revêt une importance cruciale pour la société. Pour atteindre cette vertu qu'est la justice, vous devez vous engager pour le peuple, au nom duquel cette justice est rendue.
veillant à ce qu'elle soit réellement accessible à tous. Nous devons ensemble construire un système judiciaire qui inspire confiance et qui réponde aux besoins du peuple togolais. Tel n'est pas le cas. Excusez-moi des tâtonnements parce que, bon, vous savez, j'ai des problèmes Dieu. Et tel n'est pas le cas. Nous devons ensemble construire un système judiciaire qui inspire confiance et qui réponde aux besoins du peuple togolais. Tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, et c'est cette partie qui est assez importante, écoutez très bien ce que le ministre de la Justice dit. Aujourd'hui, la justice au Togo fait face à des défis tels que la lenteur des procédures, le manque de transparence, le manque de moyens, le dépôt systématique des prévenus sans les écouter, voire des cas de corruption. Je répète, aujourd'hui, la justice au Togo fait face à des défis tels que la lenteur des procédures, le manque de transparence, le manque de moyens, le dépôt systématique des prévenus sans les écouter, voire des cas de corruption. Le citoyen n'a plus confiance à la justice parce qu'elle n'est plus le rempart de ceux qui n'ont pas de force, mais plutôt est souvent rendue en faveur des plus forts. Pour demain, il est impératif de viser une justice plus efficace, transparente, équitable. Cela implique des réformes pour accroître l'indépendance du système judiciaire, le renforcement de l'accès à la justice par tous les citoyens et la promotion d'une culture de responsabilité et d'intégrité parmi les acteurs de la justice. En travaillant ensemble pour ces objectifs, nous pouvons bâtir un avenir où la justice au Togo sera véritablement au service de tous. Bonne fête des travailleurs à tous et à tous. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Voilà le message poignant qui est en quelques phrases, mais qui dresse l'état des lieux que le ministre de la Justice a envoyé aux acteurs de la justice le 1er mai. Il a même dit à certains magistrats que ce qu'il est venu voir dans le secteur de la justice est incroyable. C'est comme la justice au Togo n'a jamais existé, que c'est maintenant même qu'il faut tout recommencer. Et donc, vous ne pouvez pas être des instruments que certains individus, tapis dans l'ombre, assis dans leur bureau, se servent pour écraser vos frères qui n'ont pas les moyens. Vous les juges, vous les magistrats, vous ne pouvez pas continuer par le faire. Parce que vous êtes nos frères. Parce que vous êtes nos frères. Nous vivons la même situation. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Nous sommes prêts, en tant que journalistes, à défendre vos conditions de travail. Nous l'avons fait par le passé. Quand vos conditions de travail ne sont pas de bonnes conditions, nous sommes les premiers à crier, à demander à ce que l'État améliore vos conditions. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut construire des tribunaux modernes, il faut loger les juges, il faut leur trouver les moyens de transport. Au Ghana, les juges ont des appartements, les juges ont des logements officiels, qui sont plus luxueux même que vos villas de la cité Ouya. Allez au Ghana, vous allez voir le logement des juges, des magistrats. Ce sont des logements qui sont plus luxueux que vos villas de la cité Ouya ou de la cité Millennium. Nous sommes prêts à se battre pour ça. Parce que si nous avons des tribunaux qui sont modernes, c'est pour le bien de tous les citoyens. Mais nous sommes aussi prêts, si vous ne faites pas bien, à dénoncer vos manières de faire. Aujourd'hui, c'est certains parmi vous les magistrats qui valident les élections frauduleuses dans le pays depuis 20 ans. Vous êtes des présidents de CENI, vous certifiez les élections frauduleuses, on vous donne 500 000 et puis c'est bon. Vous attendez la prochaine élection. J'en appelle à votre prise de conscience, si vous en avez encore. Vous les magistrats là, qui couchez avec les femmes des détenus quand ils viennent vous voir pour plaider la cause de leur mari, vous couchez avec elles. C'est quelle moralité ça? Et personne ne vous dit rien. Vous voyez comment vos frères finissent. Parce
que la nature a ses lois. Vous brisez la vie de quelqu'un, la vôtre sera brisée. C'est écrit dans la Bible, hein? Mais c'est aussi une loi de la nature. Donc, faites votre travail. Ayez le courage parfois de dire non, je ne peux pas condamner un innocent. Qu'est-ce que Ponce Pilate a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'on lui demandait de condamner Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ayez le courage d'être comme Ponce Pilate. Filez la patate chaude à ceux qui vous disent de condamner les gens pour qu'eux-mêmes le condamnent. Donc, moi, je voulais attirer votre attention sur tout ce que vous faites. Et je vous invite à libérer ces jeunes-là que vous avez jetés en prison. Les 3 jeunes que vous avez jetés en prison là, en commençant par le procureur de la République. Il est devenu aujourd'hui un très bras armé du régime. Il jette tout le monde en prison. Le doyen des juges qui nous avait jetés en prison là, il faisait aussi la même chose. Hein? Mais il y a de cela 8 mois, il est mort. Plus personne ne parle de lui. Les gens ne savent même pas qu'il a existé. Les gens ne savent même pas qu'il a existé. Hein? Donc, libérez ces enfants que vous avez mis en prison. Le jour où, moi, quelqu'un va me saisir qu'un juge a abusé d'une femme dont le mari est en prison là, je vais publier le nom sur Facebook. Il faut qu'on commence par vous faire ça comme ça, pour que des gens se calment parmi vous. Parce que vous poussez trop le bouchon. Vous abusez des gens faibles. Vous abusez des faibles. Le jour où quelqu'un viendra me dire que oui, un juge a couché avec une femme qui est venue solliciter, le solliciter pour libérer son mari là, je vais appeler le juge, je vais l'appeler au téléphone. Après, je vais mettre son nom et son numéro sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous allez vous calmer un peu. Il y a des filles partout à Lomé. Ce n'est pas les femmes des gens qui sont en prison que vous allez abuser. C'est quoi ces conneries? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à la situation de ces jeunes qui ont été jetés en prison après leur arrestation. Je vais profiter pour mettre sur ma page, pour ceux qui nous suivent, pendant que je suis en train de faire ce direct, le message que le garde des Sceaux a envoyé aux acteurs de la justice le 1er mai, et vous allez vous-même lire le diagnostic qu'il fait. Le professeur Namtougli, le diagnostic qu'il fait. Vous allez voir ça. Je mets ça sur la page avant de continuer. Vous allez lire ce message. Ça a été balancé aux magistrats et tous les acteurs. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Vous pouvez le lire et apprécier. Et donc, je pense que je passe sur la question de la justice. Je vais revenir là-dessus après. Je parlerai des conditions de travail, de vie des magistrats. Vous verrez dans quelles conditions ils travaillent. Je l'ai dit tantôt que nous sommes là aussi pour plaider leur cause, pour plaider l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Mais quand ils font des bêtises, ou certains parmi eux font des bêtises, et qui causent des problèmes à la société, nous sommes là aussi pour les dénoncer. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur la justice togolaise. Maintenant, nous allons entamer le délestage. On va entamer le délestage. C'est la préoccupation de tous les jours aujourd'hui.
le manque d'électricité pour que les Togolais travaillent. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Ghana, le Nigeria refusent de nous approvisionner? Et quelles sont les solutions qui sont envisagées? Jusqu'à combien de temps ça va durer? Pourquoi, sur le plan officiel, le gouvernement ne dit absolument rien? La ministre de l'énergie ne parle pas, le premier ministre ne dit rien. Tout le monde est bouche cousue. De temps en temps, on voit quelques communiqués balancés sur les réseaux sociaux comme si on était des sourds-muets. Donc voilà, ils n'ont pas de compte à nous rendre pendant que les activités sont en train de s'effondrer, les gens perdent leur petit commerce, tout est à l'arrêt dans le pays. Et eux, ils ne sentent pas la nécessité de parler à leur peuple, de dire pourquoi on en est arrivé là et quand est-ce que la situation va être réglée. Et donc, il y a quelques semaines, avant les élections, quand la CET avait publié un communiqué pour dire que le délaissage est dû à des travaux de maintenance sur des lignes, j'avais réagi sur ma page en disant que c'était un communiqué mensonger et que la situation est plus grave que ça et que ce n'était pas une question de maintenance ou de travaux, mais des dettes que le Togo a accumulées auprès de ses fournisseurs qui aujourd'hui refusent de lui fournir l'électricité. Donc on avait fait, je pense que j'avais fait cette sortie avant les élections. Après les élections, j'ai fait un direct pour vous parler un peu des raisons de la crise énergétique en partant de Contour Global qui est un gouffre financier. On est passé à la centrale Kekeli que j'ai décortiqué et j'ai dit c'est un projet aussi qui a foiré, piloté par l'actuel ministre des Affaires étrangères du Bénin, Adjadi Chegoun Bakari, qui était conseiller de l'énergie, ministre conseiller de l'énergie à la présidence au Togo auprès de Fort. C'est lui qui a piloté ce projet-là, Adjadi Chegoun Bakari. Et c'est lui qui a piloté aussi la centrale de Blita. Et c'est lui qui a piloté aussi l'installation d'une unité de moto électrique à la Pia dans ces histoires-là. Et donc, la centrale Kekeli a englouti presque 100 milliards. Et le jour où ils ont fait une inauguration en pompe, le jour où on a démarré la centrale a pris feu. Et depuis, elle est grabataire. Elle ne produit rien, en tout cas pour le moment. Et Contour Global est aussi dans une situation assez difficile, puisque Contour Global est le projet qui a même le plus tué la CET. En fait, c'est Contour Global qui est le problème de la CET. Et Contour Global, c'est des projets pilotés par les Damipi. Voilà des gens dans la République qui se sont fait beaucoup d'argent en partant de rien du tout et qui sont toujours dans les méandres de décision que personne n'inquiète. Et donc, la CET qui paye 1 milliard 200 millions de francs chaque mois à Contour Global, et c'est la CET qui achète aussi le fuel pour faire tourner la centrale. Donc, que la centrale est fournie ou pas de l'énergie à la CET, chaque fin du mois, la CET verse à Contour Global 1 milliard 200 millions. Cherchez à savoir qui sont les actionnaires de la CET, de Contour Global. Je donne au moins un visage, Damipi. Derrière lui, il y a d'autres personnes. Donc, chaque fin du mois, on racle dans les caisses de la CET 1 milliard 200 millions pour payer Contour Global. En même temps, c'est la CET qui paye le fuel pour faire tourner Contour Global. Contour Global, c'est une centrale mixte. Elle tourne au fuel, c'est-à-dire le gasoil, et au gaz naturel. Donc, la CET vide tout son argent pour payer Contour Global. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, et donc, vous avez tous vu le calendrier. Après plusieurs jours de grincement de dents, de tout ce que les gens disaient, vous avez fini par voir que la CET a sorti maintenant un calendrier de délestage. Ce qui signifie que la fin, ce n'est pas pour demain. Si la CET a sorti un calendrier de délestage, c'est que on est parti, que le délestage est parti pour durer. C'est pour ça qu'ils ont sorti un calendrier. Si le problème devait être résolu demain ou après-demain, ils ne sortiraient pas de calendrier. Ils ont sorti le calendrier parce que ça va durer encore. Et pourquoi ça va durer? C'est une question d'argent. Et je vous explique. Quand
je vous avais dit que le Togo devait de l'argent à ses fournisseurs, on vous avait parlé du Nigeria et du Ghana. Le Nigeria qui nous donne environ 100 MW. Parce que les besoins du Togo aujourd'hui, c'est autour de 300-320 MW. 300-320 MW, mais ce n'est que la moitié qui est produite à l'intérieur du pays. Donc, il faut importer le reste des pays voisins. Donc, le Nigeria qui nous donne 100 MW environ, et puis le Ghana qui nous donne 60 ou un peu plus de mégawatts. Mais, qu'est-ce que la ministre a dit quand il y avait le débat sur le délestage? Quelle était la raison du délestage? La Benjamin adorée du gouvernement, là, celle qui dit que les Togolais sont ingrats, fera fait tout pour nous, mais on ne le remercie pas là. Voilà. Voilà ce qu'elle disait. Voilà, Mila Siablé, voilà, c'est son nom. Le 7 avril, à 21h55, sur Twitter, X, elle disait ceci. Elle répondait à quelqu'un, à une dame plutôt. Elle dit: bonjour madame. La CET a communiqué sur le fait que des travaux de maintenance sont en cours au Ghana et au Nigeria. Ce qui était déjà un mensonge de la part d'une ministre de la République. Ce qui est vrai, c'est ce qu'elle dit, ce qui est vrai, le gaz utilisé pour la production d'électricité vient du Nigeria et est acheminé au Togo via le gazoduc ouest-africain. Ce sont ces travaux qui n'étaient pas censés s'éterniser. Ont entraîné une chute drastique de la quantité de gaz livré au Togo. Bon, je ne comprends pas trop bien le français, là, mais bon, je le lis quand même. Ce sont ces travaux qui n'étaient pas censés s'éterniser, ont entraîné une chute drastique de la quantité de gaz livré au Togo. Bon, il y a un problème de conjugaison, mais ce n'est pas grave. Au Togo, nous avons fait le choix de sécuriser au plus vite l'approvisionnement de combustible de substitution pour éviter les délestages. Au Togo, nous avons fait le choix de sécuriser au plus vite l'approvisionnement de combustible de substitution pour éviter les délestages. Aujourd'hui, nous ne délestons plus. Si vous vivez au Togo, vous pourrez en témoigner. Aujourd'hui, nous ne délestons plus. Si vous vivez au Togo, vous pouvez en témoigner. Elle a balancé ce message en réponse à une dame qui l'a interpellée le 7 avril à 21h55 sur sa page Twitter. Donc, pour elle, le problème que nous avons est lié aux travaux de maintenance au Ghana et au Nigeria. C'est-à-dire, elle a répondu dans la droite ligne du premier communiqué de la CET qui, pour abuser ses clients, a dit oui, c'est parce qu'il y a des travaux sur des lignes que nous n'arrivons pas à fournir le courant, l'électricité. C'est ce qu'elle a dit. Maintenant, c'est ce que Myriam a dit. Et Jeune Afrique qui est sorti, je vous lis l'article de Jeune Afrique. Alors, Jeune Afrique qui est sorti le 9 mai dit ceci. Pourquoi le Nigeria baisse la tension pour ses voisins? Bon, je ne vais pas tout lire, je descends un peu. Depuis le 1er mai, les clients internationaux du Nigeria, que sont le Bénin, le Togo, le Niger, ne reçoivent plus que 6% de l'énergie totale produite dans le pays. Alors qu'il n'existait précédemment pas de plafond. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de plafond. Le Nigeria donnait à ces trois pays selon leurs besoins. Maintenant, le Nigeria a plafonné. Donc, il dit... cette restriction serait due au fait que les compagnies nationales d'électricité des pays concernés abuseraient de leurs priorités. Et ce, au détriment des Nigérians. Le NERE, c'est-à-dire l'institution, observe en effet une hausse au-delà des niveaux contractuels des importations d'énergie pendant les périodes de pointe. Mauvais payeur. L'État nigérien voit en ces pratiques un échec de sa politique de sobriété énergétique. Lui qui, comme toujours, comme plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, doit se résoudre à pratiquer des délestages. Le recours à la limitation des prélèvements en charge en donnant la priorité aux acheteurs internationaux ne s'est pas avéré ni efficace ni équitable. L'arrêté de la Commission relève que le Bénin et le Togo ont contracté des dettes auprès du Nigeria. Ainsi, le montant
Ainsi, le montant total des impayés représenterait la somme de 13 millions de dollars, soit 12 millions d'euros, dont la moitié de la dette appartient au Togo. C'est-à-dire, l'arrêté de la commission révèle que le Bénin et le Togo ont contracté des dettes auprès du Nigeria. Ainsi, le montant total des impayés représenterait la somme de 13 millions d'euros, 13 millions de dollars, soit 12 millions d'euros, dont la moitié appartient au Togo. C'est-à-dire, la moitié des 12 millions d'euros, nous sommes 12 millions d'euros, on est peut-être à 7 milliards 800 et quelques. Donc si le Togo doit la moitié, le Togo doit au moins presque 4 milliards au Nigeria. Et peut-être autant au Ghana. Du coup, ces gens qui en avaient marre, parce que Agbanavaglo ont décidé de nous couper le courant. Ont décidé de nous couper le courant. Donc, Agbanavaglo, c'est quelqu'un qui a chanté. Et ils ont dit, bon, si vous payez, on vous donne le courant. Si vous ne payez pas, on ne vous donne plus. Donc, les deux pays ont décidé d'arrêter, de nous fournir, en tout cas, selon ce que nous voulons. Ils ont arrêté. Et cela a affecté énormément la sécurité. Donc, la ministre dit que c'est des problèmes de travaux techniques sur des lignes. Mais le Nigeria dit non, vous nous devez de l'argent. Maintenant, le communiqué de la sécurité la dernière fois vient dire qu'il y a des restrictions des fournisseurs. Sans aller dans les détails, c'est quoi les restrictions des fournisseurs? Et c'est ça le problème. Donc, le Nigeria et le Ghana ont réduit leur part qu'ils nous donnent. Si la diplomatie togolaise était aussi efficace qu'elle était dans les pays sahéliens, le ministre des Affaires étrangères du Togo ou le président togolais, il prend son avion. Il va voir le président du Nigeria pour dire, écoute, grand frère, c'est vrai que bon, on vous doit de l'argent, mais ça chauffe chez moi, il faut me donner un peu quoi, après on va régler. Il va voir le Nigeria, il va voir le Ghana pareil, pour plaider. C'est vrai que dans ces pays, il y a des débats. Il y a des débats, au Ghana, il y a eu un débat terrible à l'Assemblée nationale où les gens ont dit, ils ne vont plus donner du courant aux pays voisins, il faut que chacun se débrouille. Si vous n'avez pas investi, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Ou si vous n'avez pas fait de bons investissements, ce n'est pas leur faute. Mais le problème est là. Donc, notre diplomatie aurait pu approcher ces pays voisins pour leur dire, écoutez, bon, c'est vrai qu'on a des problèmes, on a des dettes à vous payer, mais continuez pas à nous fournir le temps qu'on rassemble l'argent pour venir vous payer. Notre diplomatie n'est qu'efficace au Sahel, dans l'AES. Notre diplomatie n'est efficace que dans l'AES. Et là, on est là, et toutes les activités économiques sont en train de s'effondrer. Personne ne dit rien. Et la société semble vouloir dire que c'est une crise régionale. Ils sont en train de noyer leur incompétence dans ce qu'ils appellent la crise régionale. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes structurels. Il y a des problèmes structurels pour les 3 pays du Sahel, liés d'abord à leurs propres problèmes internes, beaucoup d'argent qui sont investis dans la guerre et tout. Mais ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Nous avons un petit pays, 8 millions d'habitants, un petit territoire. Nous n'avons pas les mêmes problèmes comme le Mali qui a 1 million et quelques de kilomètres carrés. Le Niger, pareil. Et le Burkina, 328 000 kilomètres carrés. Donc, vous ne pouvez pas noyer votre incompétence dans une crise régionale. Il n'y a pas de coupure d'électricité au Bénin. Et pourtant, le Bénin aussi prenait le courant chez le Nigeria. Il n'y a pas de délestage au Sénégal. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Ça aussi, ils sont dans la région, non? Ces 3 pays. Ils sont dans la région. Donc, voilà là où nous conduit la gestion catastrophique des affaires de la cité. Donc, aujourd'hui, la CET n'a même plus les moyens. Il n'y a même plus d'argent à la CET. Il n'y a plus, les caisses sont vides. Ils ont cassé tous les DAT. Les DAT, c'est les dépôts à terme. Ils ont cassé toutes leurs réserves. Ils ont fait des découvertes dans les banques. Et quand des clients de la CET, les grosses boîtes payent par des virements, les banques aussi prennent leur part en même temps. Donc la CET n'a plus d'argent.
Donc j'ai appris qu'il y a quelques jours, ils ont envoyé des gens au Nigeria, tout ça pour négocier. Les gens ont dit non, 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 il faut apporter l'argent, la totalité de l'argent, sinon on ne vous fournit pas. Vous voyez, les anglophones, ils sont comme ça. Bon, ils disent, bon, voilà, c'est pas assez, il faut aller chercher tout l'argent et revenir. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs propres problèmes internes. Maintenant, ils vont vers des gens pour chercher du gaz. Là aussi, il faut de l'argent. Parce qu'ils doivent des dettes aussi aux fournisseurs de gaz qui ne payent pas. Donc, les gens sont réticents à leur livrer. Donc, maintenant, ils utilisent le fuel, ils utilisent seulement le fuel pour faire tourner le compte global. Or, le fuel coûte excessivement cher. Mais il y a un réseau là-bas qui préfère utiliser le fuel que le gaz. Parce que sur le fuel, quand ils commandent le fuel, le gasoil, ils arrivent à faire facilement de la surfacturation. C'est-à-dire, quand ils commandent une quantité de gasoil, ils peuvent mettre 50 francs ou 75 francs sur chaque litre. Et ça fait des millions qui ramassent sous la chaîne. Rappelez-vous du dossier Petrolgate. C'est un aspect. Ça fait partie du dossier Petrolgate. Les commandes de carburant et les surfacturations qui sont dessus. Donc, il y a un réseau qui est là, qui préfère commander le fuel qui est 2 fois plus cher que le gaz, parce que sur le fuel, ils ont un système pour mettre 50 francs, 75 francs sur chaque litre, et selon le nombre de litres qu'ils commandent, c'est des millions de litres, ils ont des centaines de millions qu'ils mettent dans la poche. Donc, ils ne veulent pas prendre le gaz. Donc, ils préfèrent faire tourner le fuel. Et le fuel revient excessivement cher. Donc, aujourd'hui, les agences de recouvrement, je dirais qu'ils sont tout le temps à la porte des agences de la CET. Vous remarquerez que c'est 2 fois qu'ils viennent ramasser l'argent. Dès que l'argent rentre à la CET, il y a ceux qui viennent ramasser vers midi, ceux qui viennent ramasser vers 16 h. Donc, on convoite tout cet argent pour voir si on peut commander quelque chose avec. Et on est là-dedans. Et donc, le délaissage va durer. Le délaissage va durer avec toutes ses conséquences. Toute l'économie qui est en train de s'effondrer. Les petites activités, les soudeurs, les coiffeurs, les boulangers, les gens qui sont dans le système de froid, les surgelés, les services, même les ministères n'ont pas de groupe. Les CMS, les centres de santé, ils ne peuvent plus soigner les gens. Parce qu'il n'y a pas de groupe. On ne peut plus faire les prélèvements et les conserver. Parce qu'il n'y a pas de groupe. On m'a dit dans les ministères, quand on coupe le courant, tout le personnel est dehors. Dans les ministères. On me disait la dernière fois qu'au ministère des Affaires étrangères, on a coupé le courant, tous les gars là, ils sont dehors. Parce que bon, là-bas, vous savez, ils sont des diplomates, ils sont toujours en veste et tout ça, ils sont dehors. Mais leur patron était aux Nations Unies, il disait que nous sommes fatigués de vous, fatigués de ceci, de ça, de ça. Ils ne se sont pas foutus d'acheter un bon groupe pour faire alimenter tout un ministère. Un petit ministère des Affaires étrangères. Ministère de souveraineté. Il n'y a pas un groupe efficace pour alimenter le ministère des Affaires étrangères. Quand on coupe le courant, le personnel est dehors. Les autres ministères, pareil. Vous allez dans les CMS, les centres médicaux de santé qui sont dans les quartiers, il n'y a pas de groupe. Donc, tout le pays est en train de s'effondrer. Sachant que notre économie est à presque 75 voire 80% informelle et que nos commerçants, et nos PMI et PME, nos petits commerçants n'ont pas la culture de l'assurance, les gens sont en train de perdre leurs marchandises. Je donne le cas de ceux qui sont dans le froid et le surgelé. Vous imaginez tous ceux qui sont en train de perdre, ces gens ne sont pas assurés. On n'a pas en Afrique la culture de l'assurance de nos marchandises. Donc ils vont jeter tout ça. C'est toute l'économie qui est en train de s'effondrer. Le petit soudeur qui est dans son atelier, la coiffeuse qui est quelque part, le menuisier alu, le menuisier même bois, et je ne sais pas, ceux qui font les services, le comptable qui a besoin de l'électricité pour travailler, les cabinets d'expertise et tout ça, tout est à l'arrêt. Et ça, c'est l'économie du Togo, ça. Pendant ce temps, et tous ces gens-là que vous voyez, ils prennent leur argent dans les microfinances. Donc, il va y avoir une crise pour les microfinances. Et ça commence déjà. Certains responsables des microfinances s'inquiètent parce que les microfinances, quand ils font des prêts aux bonnes femmes, aux petites entreprises, c'est chaque semaine qu'ils vont prendre un peu d'argent qu'ils vont ramasser les prêts. C'est chaque semaine qu'ils vont prendre l'argent. Donc, tous ces gens sont à l'arrêt ou ils guettent le courant pour travailler. Maintenant, il n'y a pas l'électricité.
Mais les factures de la société augmentent. Comment vous comprenez ça? Un ami me disait hier qu'il avait l'habitude de payer 150 000 francs, 155 000 francs de frais d'électricité chaque mois dans son entreprise. On couple, lui, il est obligé aujourd'hui pour faire travailler son entreprise d'aller chercher un groupe à plus de 1 million. Et chaque jour, il met 15 000 francs de carburant dans le groupe pour faire tourner sa boîte. Chaque jour, il achète le carburant 15 000 francs pour mettre dans le groupe, pour faire tourner la société. Maintenant, la facture est arrivée à la fin du mois passé. Nous sommes en mai. Donc, le mois d'avril, la facture a doublé. Il n'a pas l'électricité, mais la facture a doublé. Il appelle la société pour comprendre ce qui se passe. La société lui dit, oui, ça peut arriver parce que quand on coupe le courant, il ne débranche pas les choses dans les maisons, dans les bureaux, et quand on redonne le courant, ça fait tourner rapidement le compteur. C'est ce qu'on lui a dit officiellement à la société. Que quand on coupe le courant, il faut débrancher tout ce que vous avez dans la maison. Que si vous ne débranchez pas, lorsqu'on redonne le courant, ça tourne à une vitesse de Usain Bolt, le compteur. Ce qui fait que votre facture augmente. Ça passe du simple au double. C'est ce que la société lui a répondu. Vous voyez ça? Et donc, quelqu'un qui payait 155 000 francs de facture par mois est obligé aujourd'hui de payer 300 000 francs alors qu'il n'a pas le courant. Il n'a pas l'électricité pour travailler. Qu'est-ce qui lie la société au Togolais? C'est un contrat. Nous connaissons les obligations du contrat. Nous avons tous fait des études, certains ont frotté avec le droit, tout ça. On connaît les obligations du contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est que les Togolais, ils payent pour un service que la société leur rend. Mais maintenant, les Togolais payent, mais la société ne leur rend pas le service. Et on ne peut pas non plus poursuivre la société parce que c'est une société d'État. Donc, les gens payent pour de l'électricité qu'ils n'ont pas, chaque fin du mois. Et ils payent même le double. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et nous sommes là, chacun dans son petit coin, en train de pleurer, de dire, ouais, ah ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Maoula, ouais, tout ça là. Les gars, prenez les ustensiles là, Garou, bang, bang, tout ça là, vous allez devant les agents de la société là, vous tapez ça dans leurs oreilles. C'est une action pacifique. Vous allez dans les quartiers, vous tapez dans leurs oreilles. Il faut faire des choses comme ça. C'est des opérations coup de poing pour les dénoncer. Parce que personne ne sait quand est-ce que la société va remettre le courant. Que l'énergie sera disponible à temps plein. Et personne ne vous parle. Aucun ministre ne vous parle. Aucune autorité ne vous parle. Vous lisez juste les communiqués sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Vous n'êtes pas des sourds-muets. Il n'y a même pas un débat national sur la question. Et pourtant, les solutions sont là. Il y a des solutions. Au lieu d'aller investir 100 milliards dans des centrales qui ne vont jamais démarrer, 200 milliards dans des trucs solaires qui sont aléatoires. Mais vous connaissez la première centrale énergétique au Togo? C'est le barrage de Pimé, qui a été construit par les Yougoslaves, suite à une demande du président Sylvanus Olympio. Et le président yougoslave de l'époque, Tito, est venu à Palimé pour inaugurer cette centrale hydroélectrique. Je pense que c'est la première fois qu'un chef d'État européen est arrivé à Palimé en 60 ans, ou 64 ans. Et à l'époque, c'est Pimé qui alimentait jusqu'à Lomé le camp héritier, tout ça. On ne l'a pas entretenu. Or, on aurait pu investir, parce que l'idée derrière la création de Pimé, c'était de faire des petites centrales hydroélectriques un peu partout dans le pays pour alimenter les villes. 10 MW ici, 15 MW par là, 8 MW par là, aurait suffi pour alimenter les villes secondaires. Et à Palimé, nous sommes dans une zone de cascade. On peut multiplier les petites centrales hydroélectriques là-bas. On peut faire des centrales électriques vers Sotou-Bois, dans les zones de Meaux, tout ça, là où il y a des cascades. On peut le faire vers Bafilo. On peut faire des centrales hydroélectriques à Mango, tout ça, où il y a des rivières, des fleuves, tout ça.
Si on avait fait ça pendant 60 ans de gouvernance, on ne serait pas là aujourd'hui à dépendre des autres pays voisins. Mais le barrage de Crimée lui-même n'est plus entretenu. On l'a abandonné. Donc, c'est un manque de vision qui nous plonge aujourd'hui dans le noir. C'est un manque de vision des gouvernants qui nous plonge aujourd'hui dans le noir. Et comment on va s'en sortir? Même si on s'en sort dans 2 semaines, dans 3 semaines, tous ceux qui ont leurs affaires qui s'effondrent, l'économie qui s'effondre là, ils vont rattraper ça comment? Comment ils vont payer les dettes auprès des microfinances? C'est tout le pays qui est à l'arrêt. Mais ça ne dit rien à personne. Chacun se plaint dans son petit coin. C'est ici qu'on se retrouve avec les gens qui disent que moi je ne fais pas la politique. Moi je ne vais pas me mêler à la politique. D'accord. Maintenant, le délaissage là, ça touche tout le monde, non? C'est pas la politique. C'est pas la mauvaise gouvernance. C'est pas le manque de vision. On ne demande pas aux Togolais, à tous les Togolais de faire de la politique. On ne demande pas aux gens de faire de la politique politicienne. Que vous soyez au Togo, vous soyez dans la diaspora, vous devez avoir un regard sur la gestion qui est faite de votre pays. Sur les impôts que vous payez, les taxes que vous payez, qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi les routes ne sont pas goudronnées? Pourquoi les rues ne sont pas électrifiées? Pourquoi il manque d'eau dans les quartiers? Aujourd'hui, il y a le délestage. Mais la plupart des quartiers de Lomé sont au forage. Mais il n'y a pas d'électricité. Les gens ne peuvent pas avoir de l'eau pour boire, pour se laver. Parce que c'est avec l'électricité que les gens tournent leur machine de forage pour mettre de l'eau dans les polytanks. Il n'y a pas d'eau aussi dans les maisons. Il n'y a pas de l'eau dans les maisons. Donc, arrêtons de dire que moi je ne fais pas de la politique, je ne me mêle pas de la politique. Non. Tout est politique dans une société. Vous pouvez dire, je ne fais pas de la politique politicienne. D'accord. C'est-à-dire, celle qui consiste à créer un parti politique, à aller à la conquête du pouvoir, à exercer le pouvoir, et celle qui consiste à faire les chamailleries politiques, vous pouvez dire que je ne suis pas dedans. Mais vous ne pouvez pas dire que je ne pose pas un regard sur la gestion qui est faite de mon pays. S'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route. Si vous êtes par exemple dans la diaspora, vous rentrez à Lomé, comment vous faites pour rallier vos maisons quand il y a des inondations? Je connais des gens qui sont dans la diaspora aujourd'hui, qui disent que les prochaines vacances, ils ne vont pas aller à Lomé, ils ont annulé tout. Parce qu'ils ne veulent pas aller à Lomé et se retrouver dans l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité. Il y a le délestage. Ceux qui sont dans la diaspora, ils ont transformé leur maison à Lomé en appartement meublé, espérant que, bon, les gens vont rentrer pendant les vacances. Ça ne va pas marcher. C'est un manque à gagner pour vous. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Personne ne rentre pour se retrouver dans le noir. Donc, tout est politique. Même si vous vivez en Europe, vous êtes assuré, vous avez tout. Et que vous arrivez à Lomé, et qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il y a une crise, vous faites une crise là, comment vous faites? Le temps qu'on vous amène à l'hôpital, vous mourrez. Mais en Europe, vous êtes bien assuré. Mais vous êtes allé dans votre pays, vous êtes mort. Donc, nous devons tous nous réveiller et nous rendre compte que notre pays est en train d'aller dans les tréfonds de l'abîme. Et ça va être difficile demain à remonter. La pente va être difficile à remonter demain. Donc, les gens qui ont la gestion du Togo, ils doivent nous rendre compte. Ils ne sont pas des super-hommes. Ils ne peuvent pas priver les populations d'électricité, ils ne peuvent pas priver les populations d'eau potable, et que vous avez une ministre qui ne rend pas compte aux populations. Qui va faire un tweet pour dire que oui, elle était très honorée d'être à Paris dans un sommet de cuisine. Je ne sais pas s'ils ont appelé ça cuisine propre, ou je ne sais pas quoi, des conneries comme ça. Alors qu'il y a des problèmes à Lomé qu'elle doit régler. Donc voilà la situation sur le délaissage. Et c'est parti pour durer. Et j'ai appris qu'ils veulent, ils réfléchissent à privatiser la société. Je ne sais pas s'ils veulent vraiment privatiser parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Il y a un grand groupe de la société qui est au niveau du siège, qui est là depuis pour des problèmes de pièces. Ils n'arrivent pas à démarrer le groupe. Il semble qu'ils ont envoyé chercher les pièces, mais les mécaniciens même togolais n'ont pas été recyclés depuis des années. Donc, ils sont même plus... certains n'ont pas renouvelé leurs connaissances. Ils vont aller encore chercher des blancs pour venir... voilà. Tout ça c'est de l'argent qu'on ne jette pas les fenêtres. Il y a un jeune Togolais qui m'a envoyé un message. Il est venu à Lomé. Il vit aux États-Unis avec un de ses partenaires américains pour proposer une solution assez innovante pour l'électricité. Mais ils l'ont roulé.
il m'a même donné l'autorisation de lire son message. Ils l'ont roulé. Après, ils ont commencé par leur demander de l'argent. Et l'Américain s'est fâché. Ils sont partis. Ils sont partis. Une très bonne solution qui aurait pu soulager des gens. Il dit, bonjour, monsieur Ferdinand Ité. Il y a quelques années que je vous suis et je tiens à vous remercier énormément pour le travail que vous vous abattez pour la délivrance de notre pays, le Togo. Alors, il dit, j'en profite pour vous exposer un fait qui me donne de l'insomnie chaque jour lié à la crise énergétique. En 2002, j'avais apporté un projet énergétique au Togo. Avant de soumettre le projet au ministère, j'avais réalisé une étude de terrain qui était parfaitement réalisée avec de bons résultats. C'est une technologie de la biomasse qui consiste à transformer tout type de déchets agricoles qui auparavant étaient brûlés au champ en électricité. Ce qui sous-tend que le producteur ne vendra plus uniquement des produits agricoles issus de l'agriculture, mais aussi des déchets qui rehaussera son pouvoir économique et ses revenus. Nous créerons plus de 100 emplois permanents au niveau de la centrale, sans compter les emplois temporaires. Les cendres issues de l'incinération des déchets agricoles seront reconverties en engrais naturels et revendus à moindre coût aux agriculteurs. Nous créons ainsi une énergie circulaire complète. J'avais déjà un site à Notien pour exécuter le projet et la CET était même partie exécuter une étude sur le terrain en nous sortant un plan de raccordement. La centrale produira 8 MW d'énergie par heure. J'ai déjà aussi sécurisé un financement avec mes partenaires américains pour l'exécution. Je ne demandais qu'une autorisation d'exécution, un accord de vente d'énergie à la CET. Après des réunions au ministère de l'énergie avec la conseillère principale de la ministre, qui fut, et je rappelle que la conseillère principale de la ministre, Mila Ziablé, c'est une Sénégalaise. Voilà. Donc, ils amènent des étrangers à la place des compétences togolaises pour travailler. C'est le système Sina Lawson. Donc, elle aussi, elle fait venir les étrangers. Donc, la conseillère principale de Mila Ziablé, c'est une Sénégalaise. Donc, le projet fut transmis à la T2R, où nous avons vu des ingénieurs togolais refuser le projet devant mes partenaires techniques et financiers connectés sur Zoom. Et ces ingénieurs disaient que le Togo est autosuffisant en énergie pour l'instant et qu'ils sont pour l'instant dans le solaire. Leurs juristes nous disaient que lorsque le Togo aura besoin d'énergie, ils passeront un appel d'offres et nous pouvons soumettre notre projet. En janvier passé, j'avais relancé le projet au ministère, mais aucune réponse jusqu'à présent. Depuis 2002 jusqu'à présent, le projet est resté dans les tiroirs. Mais pourtant, nous souffrons d'électricité dans le pays actuellement. Et il m'a envoyé tous les éléments de ce projet-là. Voilà des compatriotes patriotes qui sollicitent des partenaires qui viennent dans notre pays pour investir et régler un certain nombre de problèmes. À cause des commissions, combien je mange dedans, combien je gagne dedans, on fout tout en l'air. Et nous voilà aujourd'hui dans la merde. Donc, la question de la CET et de l'énergie va durer. Et comme je vous disais tantôt, j'ai appris qu'ils sont en train de réfléchir à privatiser la CET. Je ne sais pas ce qui a privatisé là-bas. Ils sont en train de solliciter les filous malgaches là qu'ils ont vendu Togocel là, derrière lequel eux-mêmes ils se cachent pour faire une opération du même genre. Donc voilà la situation de la CET et de l'énergie. Et aujourd'hui, il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans cette affaire, mais qui ne rendent compte à personne. Il y a la ministre Emilia Ziablé, il y a la ministre du Commerce Mivedor, il y a Sandra Johnson, secrétaire, secrétaire général à la présidence, ministre, et tout. Elle est aussi, elle est maintenant la présidente du conseil d'administration de STSL, qui est la plateforme de stockage de carburant sur la route de Bakida là-bas. C'est elle, la présidente du conseil d'administration, la PCA. Avant, c'était Tevi, le secrétaire général qui est décédé. Maintenant, c'est Sandra Johnson. Et il semble que c'est elle qui reçoit les ordres de leur patron pour demander qu'on mette le fioul à disposition de la centrale pour faire tourner le pays pour le moment. Donc, voilà, il y a des ingénieurs dans le pays. On a des expertises. Parce qu'on refuse de libérer la parole au Togo, on ne veut pas écouter les gens. Et donc voilà, on se retrouve dans une situation catastrophique.
Aujourd'hui, même ceux qui sont compétents à la sécurité, même ceux qui sont compétents peut-être dans l'ordre des ingénieurs, tout ça, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas aller s'exprimer devant les ministres parce que tout est politique, tout le monde a peur de dire la vérité. Dans un pays où il n'y a pas de débat, dans un pays où les experts ne prennent pas la parole pour donner leur avis, mais on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Donc, vous avez Sandra Johnson là, je ne sais pas quelle expérience elle a. Cette dame-là, je la connais très longtemps. Si un jour je décide de parler d'elle là, ça va sauter sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui est devenue, je ne sais pas, par quelle compétence, je ne sais quoi, devenue, je ne sais pas, la personne principale de tout le dispositif au Togo. Banque mondiale, planification, ministre, je ne sais quoi, et tout. PCA maintenant de SLSC, tout ça, avec tous les avantages qui vont avec. Vous avez une fois vu les gens qui entourent Ouattara? Vous avez une fois vu les experts qui entourent Ouattara, Alassane Ouattara? Vous avez vu leur parcours, leurs compétences? Vous avez une fois vu les experts qui entourent Patrice Talon? Leur parcours, leurs compétences? Cherchez les experts qui sont à la présidence au Togo, ceux qui entourent Fonia Sibé, et vous allez comparer. Pourquoi le pays n'évolue pas? Pourquoi le pays n'évolue pas? Il ne suffit pas chaque matin de mettre les make-up là et puis de faire des tweets sur X, de parler, de dire ouais, de chercher des phrases, de raconter des histoires. Allez voir l'entourage de Ouattara, les experts qui sont là-bas, Polytechnique, ingénieurs de ceci, ceux-là, Banque mondiale, tout ça, des gens qui ont fait leurs preuves. C'est eux qui sont les cerveaux qui travaillent pour le développement du pays. Patrice Talon, pareil. Vous venez au Togo là. C'est les gens qui ont les diplômes dans les études, dans des formations en ligne. À distance. Vous savez ça, vous voulez développer un pays. C'est eux qui ont la dernière décision. C'est ça. Et donc, quand vous voyez les gens, quand vous avez dans un village un chef, en regardant juste l'entourage du chef, vous savez si ce chef va réussir sa mission ou pas. En regardant l'entourage du chef, vous savez si ce chef va réussir sa mission ou pas. Au Togo là, c'est des faits, hein? Moi je ne vous dis rien de caché. Prenez les gens qui sont à la présidence au Togo là, alignez-les, cherchez leur parcours. Les rares qui sont compétents parmi eux, on les a étouffés. On ne veut même pas qu'eux ils aillent. Donc ce sont les femmes là qui décident. C'est quoi leur parcours? Ils font des diplômes en ligne, à distance. C'est avec ça que vous voulez changer un pays? En tout cas, bon courage. Bon courage à nous. Allons-y seulement, comme on a l'habitude de le dire à Uni. Let's go. Mais là-bas, on va y arriver, de toute façon. Donc, voilà ce que je voulais dire sur la question de la sécurité. C'est tellement que j'ai pas tout dit, j'ai occulté certains passages. Des choses m'ont échappé. Mais bon, je pense avoir dit l'essentiel. Ce qui est dommage, c'est que c'est parti pour durer et les conséquences seront énormes pour notre pays. C'est une catastrophe. Et ce qui est dommage aussi, c'est que vous n'avez personne pour vous parler. Vous n'avez personne pour vous dire ce qu'il faut faire. Les autorités ne parlent pas, les ministres ne parlent pas, tout le monde est absent. C'est pas normal.